Alors, on commence. C'est pas pour rien que je mets une soucoupe volante avec une Jeep. Okay? En termes de contexte, j'ai mon ami Stéphane Roche, qui est vice-doyen de la faculté de géomatique à Laval, qui disait récemment dans une conférence, le 19e siècle, c'était le siècle des empires. Le 20e, c'était le siècle des États-nations. Ce siècle-ci va être le siècle des villes. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 80% de la population d'ici la fin du siècle qui va être dans les villes. Bon, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre autres, que la façon dont nos gouvernements fonctionnent va changer. Les villes vont avoir et vont demander un pouvoir politique beaucoup plus important. Okay? Ils jouent déjà un rôle, puis va le voir, entre autres, à travers les approvisionnements, que c'est déjà là et qu'il faut commencer à réfléchir. Alors, on est un peu avec les vols de données, avec les véhicules autonomes, avec plusieurs sujets dont on a parlé tout à l'heure, l'info nuagique. On est un peu dans ce qu'on appelle en science-fiction un problème hors contexte. Alors, pour faire une analogie, je reste sur une île, je mange des trucs, je vis dans la nature, puis un beau jour, il y a quelqu'un qui arrive à voile, j'ai jamais vu ça, puis il me dit « Maintenant, vous avez des sujets de l'empereur. Nos prêtres voudraient parler aux vôtres et vous devrez payer des impôts. » Fait que c'est des choses qui se passent de manière très rapide, qui impactent nos façons de nous gouverner, et les façons dont on se gouverne ne sont pas conçues pour être agiles. Alors, on fait face, les villes, à ce qu'on appelle un problème hors contexte, et ça va nous forcer à nous poser des questions tous ensemble et à réagir. Bon, l'approvisionnement ouvert, je vais vous expliquer un peu, puis on va le voir beaucoup plus dans les cours. Rendons à César ce qui est à César. C'est un concept qui intègre plusieurs sources gouvernementales, plusieurs standards, puis tout ça qui a été mis au point par une trentaine de personnes dans la ville de Montréal, puis qui a commencé à être appliqué en 2015. C'est le fruit de travail des gens de TI, d'approvisionnement, du vérificateur général, du BIG, Bureau de l'inspecteur général. Donc, grosso modo, quand c'est parti, ce concept-là, c'est parce qu'on était tanné d'avoir des appels d'offres que ça prenait 9 mois à préparer, puis pas de soumissionnaire conforme à la fin, ou juste un, on annule. Il y en avait marre. Alors, on va dire, on va faire nos devoirs, si dur que ce soit, puis dans tous les domaines. Alors, ça aboutit, entre autres, qu'il y a une analyse systématique des marchés. Avant de décider qu'est-ce que tu vas acheter, il faut que tu poses la question, quels sont tes besoins? Alors, j'ai besoin de mettre à niveau ma suite Microsoft, ce n'est pas un besoin. Le besoin, c'est j'ai besoin d'évaluer si c'est nécessaire, que j'améliore mes suites bureautiques. Ça, c'est une façon plus intelligente de poser la question. Parce qu'on va voir que dire j'ai besoin de mettre à niveau la solution X, c'est de l'approvisionnement dirigé. Même si dans la loi, ce n'est pas nécessairement comme ça, éthiquement, ce n'est pas la chose à faire pour rendre service à nos concitoyens. C'est plus, on procède là plus sur des choix qui dépendent de notre confort et pas de celui des citoyens. L'analyse des marchés telle que développée par Montréal, c'est que des standards ouverts. Par exemple, est-ce que la solution est interopérable avec l'ensemble des navigateurs, sans même les nommer. Alors, en faisant ça, c'est ouvert parce que tu donnes une chance à tout le monde. Et deuxièmement, tu ne forces pas tes citoyens à avoir une solution plutôt qu'une autre. Ça, c'est commun en Europe. Entre autres, c'est même dans la loi. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de livrer des ordinateurs avec un seul navigateur qui, par hasard, s'appellerait Edge ou Google. Ça n'est pas permis. Et les amendes sont ultra salées. Il y a aussi la question au niveau technique, et là, ça, c'est pas seulement pour les TI, il y a des standards, ce qu'on appelle des standards ouverts, c'est-à-dire que ce n'est pas une compagnie qui fait ce standard-là, mais c'est plus des organismes de standardisation. Et dans le domaine des technologies de l'information,
On parle de milliers de standards et il faut aussi regarder dans le domaine des technologies de l'information, c'est quoi les modèles d'affaires. Je vous donne un exemple concret, Montréal. Okay? On a dit, dans une politique, c'est obligatoire de considérer, de faire l'analyse du logiciel libre, parce que c'est une industrie. Donc, comme administration publique, on ne doit pas la discriminer. Comment on fait ça? Maintenant, tu découvres que tes lois et tes approvisionnements ne sont pas nécessairement adaptés à des modèles d'affaires du libre. Par exemple, tu peux avoir une solution libre, mais il y a un module payant dont tu as besoin, tu es foutu. Tu ne peux pas faire un appel d'offres juste pour ce module payant-là. Donc, ça induit qu'il faut qu'il y ait une modification législative quelque part qui dise, OK, s'il y a un module payant dans une solution libre, il faut que je puisse l'utiliser jusqu'à concurrence de tant de milliers de dollars pendant tant d'années. Ça pourrait être une solution possible, mais ça exige une modification législative de la loi sur les cités et villes ou les chartes des villes. C'est douloureux. Okay? Donc, en plus de ça, cette méthode-là, c'est pas juste les gens de TI qui le font, ça suppose du travail en équipe avec les gens d'approvisionnement, des fois les gens du juridique, puis potentiellement des fois des clients d'affaires. C'est pas toujours facile, mais l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, les clients qui ne comprennent pas la réalité des TI risquent de le comprendre pas mal plus rapidement. Okay? Toi, tu me fournis un besoin, nous, on te fournit une solution. C'est nous qui décidons et du type de solution et de comment tu vas t'approvisionner. Avec les gens d'appro, bien entendu. Il faut respecter les lois et les règlements. Donc, on a fait un petit tableau. C'est quoi la différence? Et on aurait pu en faire 3, 4 à la suite, entre l'approvisionnement traditionnel et l'approvisionnement plus ouvert. Okay? D'un côté, dans le traditionnel, tu vas avoir de l'approvisionnement qui est géré par les différents départements. Ça, on voit ça souvent, c'est géré en silo. Exemple, la police achète ce qu'elle veut, puis le reste des TI se débrouille avec après. Okay? Par contre, dans l'ouvert, c'est l'approvisionnement, je parle en TI, est centralisé. Okay? Ça veut dire que personne n'achète rien en technologie de l'information sans passer par les technologies de l'information. Puis on va voir pourquoi c'est important tout à l'heure. Maintenant, souvent, dans le traditionnel, les décisions d'approvisionnement sont basées seulement sur les coûts. Alors que dans l'approvisionnement ouvert, les coûts ne sont pas déterminants. C'est le bénéfice, ou ce qu'on va dire, d'autres types de valeurs. Okay, on a parlé tout à l'heure du fait que ce qu'on acquiert comme technologie, c'est pour servir les citoyens. Donc, quels sont les besoins des citoyens? Ce qui suppose qu'il faut les évaluer. Okay? C'est pour ça que, par exemple, à Montréal, on a des gens comme le laboratoire d'innovation urbaine qui connaissent ça au ras les pâquerettes. Ils vont sur le terrain puis ils savent ce que les citoyens veulent. Maintenant, bon, la détection des besoins, comment on pose la question du besoin, souvent, du côté traditionnel, c'est un besoin perçu, tandis que du côté ouvert, il y a une méthode pour analyser le besoin. Par exemple, j'ai besoin d'un côté traditionnel, j'ai un élu qui arrive et dit « Je vais acheter des poubelles intelligentes. » OK. Pourquoi? Okay. Ou encore plus, si vous me permettez l'expression, crunché, je suis département de police, je veux installer des caméras de surveillance urbaine avec des logiciels d'identification des visages. Ce cas-là particulier est très intéressant parce qu'il y a des lois au Québec, mais ce n'est pas le cas dans d'autres provinces. Non, c'est un dernier recours et tu dois publier ce que tu fais. Je ne dis pas que c'est toujours respecté. Mais, tu sais, c'est des questions, là, on n'est plus juste dans l'approvisionnement. Ça veut dire que quand tu fais tes besoins, une fois que tu les as définis, il faut quand même que tu regardes les lois autour, hein, parce qu'on est là comme fonctionnaire ou ex-fonctionnaire, pour les faire respecter. Okay? Et c'est là, on n'est plus dans les TI, on est dans le respect de la vie privée. Hein? Ensuite de ça, du côté traditionnel, on va souvent acheter des solutions à faible interopérabilité, c'est-à-dire des solutions qui ne parlent pas entre elles. Ça fait mal. Ce qu'on appelle
en bon français, du menottage contractuel ou du vendor lock-in. Okay? Ça a été une tradition. Maintenant, c'est en train de changer vers l'adoption de standards ouverts qui permettent ou forcent les fournisseurs à produire des éléments qui vont se parler entre eux, parce que longtemps, c'est le modèle des licences, et je ne veux pas que tu utilises d'autres solutions que la mienne. Erreur, on est des gouvernements, on a besoin qu'on ait des solutions qui parlent entre elles. Alors, très souvent, ce qu'on commence à voir aussi dans le traditionnel, les données qui sont produites par les systèmes qu'on a contractés, j'ai vu le cas souvent, ils ne nous appartiennent plus ou le fournisseur a le droit de faire ce qu'il veut avec. Mauvaise idée. Il faut avoir dans nos clauses contractuelles, les données sont à moi et tu n'as pas le droit de les utiliser. On le voit aujourd'hui, on l'a vu, je ne citerai pas de nom, mais des gens qui ont des attaques de rançonnage, puis c'est des données privées des citoyens. Intéressant. En tout cas, on a de nombreux cas ces temps-ci. Souvent, et ça c'est le cas, on l'a entendu, je passe un peu là-dessus, sur certaines méthodes ou lois qui ne sont pas adaptées au marché. Hein? Juste, à un moment donné, on a fait cette analyse-là, juste dans le domaine du libre, il y a 30 au moins modèles d'affaires qui sont différents souvent des modèles dans le privé. Il faut que les lois s'adaptent à ça. On ne peut plus discriminer des industries. En tout cas, ce n'est pas notre rôle de faire ça. Donc, en dernier lieu, dans le traditionnel, il n'y a pas beaucoup d'analyse de sécurité systématique quand tu achètes des équipements ou des logiciels. Maintenant, ça doit être systématique. Tu ne peux plus laisser, par exemple, un département acheter 100 clés USB non sécurisées. Je pense que c'est le genre de choses qui magasinent des problèmes. Okay? Ou encore des lampadaires connectés, puis tu n'as pas eu d'analyse de sécurité. Est-ce que, par exemple, ça peut constituer un vecteur d'attaque vers tes infrastructures critiques des villes, l'eau potable, la circulation, les systèmes de répartition? Il faut penser à ça maintenant, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on n'est plus dans le risque, on est dans la quasi-certitude qu'il va se passer des choses pas très agréables. Alors, si on regarde au niveau des enjeux d'approvisionnement, si on regarde au niveau de l'efficience et de l'efficacité, okay, on l'a entendu tout à l'heure, passer de soumissionnaire conforme, des soumissionnaires uniques. Alors, dans ce cas-là, normalement, tu annules l'appel d'offres. En tout cas, c'était le cas de Montréal, parce que si tu ne le fais pas, il y a un monsieur Big qui va t'appeler. Okay? En passant, le Big, en tout cas pour moi, c'est une bénédiction, parce que ça amène, comment dirais-je, beaucoup plus de sérieux dans les actions d'approvisionnement. Il y a des appels d'offres dirigés. Okay? Traditionnels. J'accuse personne, là, mais c'est assez commun à plusieurs endroits, par les technologies de l'information, par certains services qui disent « moi, c'est ça, je veux. » Non. Ou même des élus. Okay? Il y a des élus, on le voit, qui rencontrent des fournisseurs, puis qui se font promettre toutes sortes de verroteries. On va créer des emplois. Bien, il faut sensibiliser, il faut développer la littératie des élus au niveau des technologies de l'information. Il y a certains cas assez dramatiques, par exemple la ville de Toronto est un bon exemple, où il y a eu un appel d'offres dirigé comme ça, puis ça s'appelle Sidewalk Labs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça ici. C'est assez particulier. Bon. Il y a des monopoles, on l'a entendu tout à l'heure, ça c'est un cas particulier mais pour les villes, mais pas au Québec. Il y a beaucoup de monopoles. Okay? Dans les systèmes d'information, mais dans d'autres domaines. Et il y a des façons d'ouvrir les marchés là-dedans. On pourra en discuter tout à l'heure, mais si je prends l'exemple de Montréal, ce qui a été fait, quand tu fais une vigie de marché, tu sais où sont tes fournisseurs potentiels. Donc, si tu publies, une fois que ton appel d'offres est publié sur le SAO, ça se pourrait que tu envoies une demande aux États-Unis ou dans d'autres provinces
pour dire « On pense que vous devriez déposer une demande. » Ça marche. Il y a des souvent, les fournisseurs locaux en TI ne sont pas nécessairement assez performants du point de vue des dirigeants principaux de l'information, ou des fois, tu vas avoir des fumiciels ou du corporate welfare. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelqu'un qui t'arrive avec une idée géniale, puis qui veut utiliser l'argent du public pour développer un produit qui ensuite va te revendre. Okay? Donc ça pose la question, quand tu fais développer du code, tu es propriétaire du code. Il faut que tu sois au niveau de tes contrats. Okay? Tu dis, tu développes du code, c'est à moi, puis après ça, si par exemple j'ai une politique sur le logiciel libre, je publie le code si c'est pertinent. Fait que ça veut dire que la Ville de Trois-Rivières développe quelque chose, la Ville de Québec va pouvoir l'utiliser demain matin, le jour que ça, c'est une bonne façon d'utiliser l'argent public. Okay? Tu ne diriges pas d'une autre façon, tu n'encourages pas quelqu'un au-delà de ses autres concurrents potentiels, tu utilises l'argent du public pour qu'il bénéficie à d'autres villes. Et ça commence à se faire. Donc, la gouvernance, aussi, on a mentionné, dans les unités administratives, souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi les TI. Tout ce qu'ils pensent, c'est ordinateur et logiciel à Python. C'est pas mal plus complexe que ça. Okay? Parce que ça touche toujours les processus puis les façons de travailler et d'amener l'innovation. Donc, il faut qu'il y ait une bonne éducation pour dire, OK, tu as un besoin, c'est ça. Maintenant, on va changer les façons de travailler. Prenez par exemple les applications pour gérer les cours municipales. Okay? Moi, j'ai vu ça. OK, si j'automatise, par exemple, la prise de contraventions qui sont saisies à la main 3-4 fois, si j'ai des processus automatisés, je coupe 40 postes. Là où tu as un problème, c'est quand les gestionnaires, par exemple, leur salaire dépend du nombre d'employés. Là, on est dans la gestion du changement. Okay? Donc, tout changement d'approvisionnement qui va amener des changements dans les façons de travailler, il faut toujours penser à la gestion du changement. Il faut la préparer. Et on mentionnait tout à l'heure les vigies de marché. Quand tu fais une vigie de marché, tu vas découvrir ce qui existe sur la planète. Tu vas être dans le choc. Mais dans le bon choc. Oh, on n'a pas vu ça. C'est bénéficier de l'innovation d'autres organisations. Donc, actuellement, les villes, les technologies de l'information, on a des enjeux majeurs dans le domaine de la sécurité. Là, vous pourrez aller voir les exemples que j'ai mis dans la présentation, mais par exemple, d'un côté, tu as des attaques externes. Okay? La ville de Dallas, la ville de Longueuil, même récemment, vous avez eu une attaque. Où sont les gens? Vous avez eu une attaque. Non, je sais que c'est fini. Je te connais, fait que je sais que ça a dû mourir assez vite. Mais il y a des gens qui essaient d'attaquer tes infrastructures, par exemple avec du rançonnage. Si tu n'as pas formé tes rançonnages, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui reçoit un courriel, il clique sur un lien qui installe quelque chose puis qui paralyse les systèmes. Donc, si tu ne donnes pas de formation en technologie de l'information pour dire ça, c'est un comportement suicidaire puis il pourrait arriver quelque chose, ça, c'est une forme d'attaque externe. Tu as des dénis de service, c'est-à-dire quelqu'un qui va bloquer ton site Internet par des milliers de robots qui attaquent, ou encore, tu as quelqu'un qui bénéficie d'une faille dans tes systèmes informatiques, puis rentre dans tes systèmes et vole tes données. Gros enjeu. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails sur ce qui se passe, on a eu des exemples. Tu as les gens à l'interne qui peuvent voler des données sensibles. On a vu ça, par exemple, avec l'Agence du revenu du Québec. Okay? Ce qu'ils ont dit, je le sais un peu, je le détecte parce que mon épouse a travaillé au ministère du Revenu puis elle ne comprenait pas, des contractuels qui ont accès à des données sensibles de contribuables, comment ça se fait qu'on leur a donné l'accès mur à mur pour extraire ces données-là. Avant, il y avait des alertes. Il y en a, de toute évidence, il n'y en a pas eu. Fait que là, on parle de gouvernance de la sécurité interne, c'est hyper important. Okay?
Tu as des attaques internes. Bon, on a mentionné Atlanta, c'est un cas classique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce cas-là. La ville d'Atlanta, elle a eu une attaque de rançonnage par l'interne, on va dire comme ça. Ça leur a coûté, ça a paralysé leur système informatique pendant 1 an, y compris le système de sécurité publique. Okay? Ça a coûté 70 millions de dollars US pour repartir les systèmes. Si ça arrivait à Atlanta, ça se pourrait que ça arrive ici aussi. Puis il y a eu d'autres cas. Il y a eu Boston, Baltimore récemment. Donc, les vecteurs d'attaque en sécurité, c'est tout ce qui émet ou reçoit de la donnée. Donc là, on n'est plus seulement dans les logiciels, là. On est dans téléphone cellulaire. C'est hyper connecté, ce machin-là. Il faut gérer ça. On est dans les capteurs. On parle beaucoup d'Internet des objets. Mais ça, là, ça présente de grands avantages, mais ce n'est pas un ingénieur qui peut acheter ça. Ils ne connaissent pas comment sécuriser des systèmes de transmission de données, puis tout ça, c'est plus les gens en technologie de l'information. D'où un des arguments pour dire qu'il faut absolument que les gens d'appro et les gens de TI travaillent ensemble, puis que tout ce qui rentre, c'est-à-dire que les gens de TI doivent former les gens d'appro, ils disent ça, c'est de la TI. Quand tu vois ça, tu envoies ça ici. Sinon, comme on dit en bon québécois, tu risques de saigner du nez. Et tes citoyens aussi, potentiellement. Donc, je vous ai mis... puis bon, comme je disais, ça peut amener des attaques vers les systèmes critiques. Alors, imaginez à un moment donné que vos systèmes d'eau potable, en termes de sécurité, ne sont pas, on va dire, blindés, puis qu'on paralyse la production d'eau potable dans votre ville. Ça va combien de temps avant que les citoyens viennent voir vos élus? Donc, préférablement avoir une défense en profondeur de ces choses-là. Puis en technologie de l'information, il y a des règles, des standards pour sécuriser tout ça. Tu es mieux de te préparer. Okay? Je vous mets une vidéo, je ne le montrerai pas tout de suite. C'est une vidéo sur les vecteurs d'attaque pour les véhicules autonomes. Là, on parle de choses qui s'en viennent. Un véhicule autonome, il y a au moins 14 canaux qui peuvent permettre la prise de contrôle du véhicule à distance. Ces véhicules-là, ils vont se promener sur notre domaine public. On n'a pas d'instrument de gouvernance. On fait quoi? On fait quoi si un véhicule est hacké demain par des méchants? Donc, là, les villes, au niveau de la gestion des TI, on touche aussi le domaine public. Comment tu contrôles les gens qui installent des trucs sur ton domaine public, des capteurs de tout type? Où est la gouvernance? OK? Je continue. Il y a des enjeux aussi de vie privée qui militent en faveur de la centralisation des approvisionnements en technologie de l'information. Par exemple, au Québec, la notion de renseignement personnel est relativement bien définie, mais il y a des nouvelles sortes de renseignements personnels, au sens de la loi, mais qui ne sont pas explicitement couverts. Tous les renseignements biométriques. J'installe, par exemple, j'ai vu ça, une borne, une colonne Maurice sur une rue, puis il y a une caméra derrière qui reconnaît ta face. On appelle ça la biométrie, c'est reconnaître ton visage. Comment je fais pour interdire ça? C'est un renseignement personnel. La biométrie, c'est ta figure, ton sang, palmaire, empreinte digitale. Ça peut être aussi les côtés génétiques. Puis là, on rentre dans les données de santé. Ça, c'est un peu plus pour certaines villes du reste du Canada qui gèrent des hôpitaux. Est-ce que tu confies ta gestion informatique de données ultrasensibles à des tiers? Posons-nous la question. Les lois ne sont pas encore rendues là pour protéger nos citoyens, comment on contrôle le domaine public. Au Québec, c'est un peu différent parce que la biométrie faciale, c'est interdit.
OK? Ça prend des permissions vraiment très spéciales de la Commission de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. D'ailleurs, je vous invite à regarder leurs directives, qui ne sont pas force de loi, mais ça dit tu ne mets pas de caméra sans tel processus. OK? Donc, grave problème. Donc, ça veut dire que les gens de TI et d'APRO, ils doivent regarder ces questions-là. Si je mets une poubelle intelligente qui, par hasard, scanne les MAC adresses si tu veux, scanne les données tout cellulaire qui passe à sa portée, ça existe. On a vu ça dans des contrôleurs de circulation. Quelqu'un qui voulait installer des choses comme ça, sans le dire. Il faut être vigilant, là. Ça veut dire qu'il faut que tu informes tes gens de travaux publics. Tu dis, oh, si tu vois ça avec des antennes, il y a un problème. Ça peut servir à autre chose. Okay? On appelle ça de la prédation de données. Okay? Parce que les données, pour l'entreprise privée, c'est de l'or. Et vous êtes la mine. Okay? Donc, ce qu'on constate aussi, c'est que les lois sur la vie privée fédérale, provinciale, c'est vraiment très en retard par rapport à ce qui se fait en Europe. Okay. Combien de gens ici ont déjà entendu parler du RGPD? Ah, quand même, c'est le règlement général sur la protection des données qui couvre 28 pays. C'est-à-dire que les gens doivent, toute personne qui fait affaire sur un système informatique, sur Internet, doit donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. En tout cas, il y a toutes sortes de normes de protection de la vie privée et ça coûte très cher aux compagnies qui ne le respectent pas. Genre très cher, c'est des amendes qui fonctionnent au pourcentage de chiffre d'affaires de la compagnie. Alors, c'est pour ça que vous avez peut-être vu Google qui a reçu une amende, ou Facebook, je pense que c'est 2 milliards d'euros pour une instance où ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Donc, on est très en retard sur le contrôle de la vie privée par rapport à ce qui se fait ailleurs. Il y a aussi beaucoup de scandales, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on le voit presque tous les jours où il y a des gens qui se font voler des données bancaires, gouvernementales, périgouvernementales. Fait que là, la question qu'on doit se poser en termes d'approvisionnement, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui, on constate, bien là, je voyais encore aujourd'hui, Google qui suivait les utilisateurs avec leur géolocalisation sans autorisation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour nous, les gouvernements? Ça veut dire, attends une minute, là, faut commencer à penser, est-ce que certains systèmes critiques municipaux devraient être confiés à des tiers ou carrément opérés par les villes? Parce que tu sais qu'ils n'investissent pas vraiment assez en sécurité ou qu'ils ont des comportements délinquants. Donc, qui est ultimement responsable de la gestion de ces systèmes critiques-là? C'est les villes. Même si tu le donnes à des tiers, il faut réfléchir parce qu'on n'est plus, je pense que vous allez être assez d'accord avec moi, on n'est plus dans le risque, on est dans la certitude que ça va arriver. Donc, quelque chose qui est bien connu en administration publique, c'est qu'il faut pratiquer le principe de précaution. Okay? Est-ce qu'il faut continuer? Puis ça, il faut expliquer ça à un élu. Non, c'est parce que si tu donnes ça, là, signe ici avec ton sang que quand ça va arriver, tu le savais. Okay? Alors ça, c'est très important à considérer. Donc, vous comprenez un peu par ces deux arguments-là pourquoi les TI doivent être au centre de tous les approvisionnements en technologie. D'abord, pour faire respecter la vie privée, mais ensuite pour des raisons de sécurité vraiment très claires. Vous le voyez, donc ça veut dire que avoir des baisses de prix parce qu'on pratique l'approvisionnement ouvert, parce qu'on pratique l'approvisionnement neutre, c'est le travail des TI avec, bien sûr, l'approvisionnement, mais c'est aussi des raisons de sécurité et, je dirais, de rôle de gardien des données des citoyens. On est des fiduciaires de ça et il faut vraiment avoir des procédures blindées, y compris à l'endroit de nos fournisseurs. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'un élu, un ingénieur civil, un policier, ça n'a pas la compétence nécessaire pour analyser les besoins en technologie de l'information. On l'a tous vu ici. Moi, je veux ça.
Moi, je veux ce système de conception assistée par ordinateur. Mais c'est parce qu'il y a 80 fournisseurs en Amérique du Nord, fait que non, on va regarder ce qu'il y a. Même chose, je mentionnais tout à l'heure un camion de pompiers. Okay? Récemment, il y a un big qui m'a appelé, il dit, c'est normal que pour un camion de pompiers de 1,5 million de dollars, j'ai juste un fournisseur conforme. Je dis, bouge pas. Regarde, il y a un minimum de 30 manufacturiers majeurs en Amérique du Nord de camions de pompiers. Tu as un problème. Okay? Je ne dis pas que c'est nécessairement de la fraude, mais ça peut être de la méconnaissance du marché, mais tout ça. Mais as-tu réfléchi que si tu avais interrogé ces 30 fournisseurs majeurs-là, tu aurais peut-être un meilleur camion de pompiers, puis ça se pourrait qu'il t'ait pas coûté 1,5 million de dollars, mais peut-être beaucoup moins cher. Donc, encore là, prendre le temps de faire de la réflexion de marché, de clause, ça, c'est extrêmement payant en bout de ligne. Parce que personne ici ne veut passer des mois à faire un appel d'offres qui échoue. Faisons nos devoirs. Faisons nos devoirs avec les gens d'approvisionnement. Donc, je continue. Alors, il y a plusieurs choses. Comment on résout les enjeux? On a regardé d'une certaine façon. J'avance, il ne me reste pas longtemps, 10 minutes. Bon, qu'est-ce que ça fait? Okay, quand tu veux centraliser les TI et les appros, ça te prend une politique publique. Okay? Donc, publique, ça veut dire qu'elle doit être soumise, entre autres, à, si vous voulez, une participation citoyenne. Est-ce que les gens ont des choses à dire là-dessus? Ça doit être accompagné, pour être autre chose que des vœux pieux, de directives internes. C'est-à-dire qui disent, par exemple, c'est la direction des technologies de l'information qui gère ça, ça, ça. C'est la direction des technologies de l'information qui rencontre, si nécessaire, des fournisseurs. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Okay? Normalement, tu rencontres des fournisseurs seulement pour des questions techniques, pas avoir des shows de boucane. Tu perds beaucoup de temps avec ça. Ça ne sert à rien. Okay? Ça implique aussi que dans tes systèmes d'approvisionnement, tu dois utiliser une catégorisation, on appelle ça une taxonomie, qui est standardisée. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une taxonomie, une classification de biens et services qui est utilisée par l'ONU, le gouvernement du Canada, peut-être un peu le SAAO, c'est United Nations Service, c'est gratuit. 26 000 biens et services sur 4 niveaux. C'est important de l'intégrer dans tes systèmes d'approvisionnement. Ici, là, on a tous un peu nos façons de catégoriser l'information. Pourquoi? C'est utilisé par des milliers de pays dans le monde, puis en plus, c'est en français aussi. Bon, t'intègres pas tout, ça veut dire les tanks, les missiles, je pense pas que vous ayez acheté ça. Ça comprend les biens, mais aussi les services. Donc, regardez bien ça, vous vous retrouvez facilement, vous pouvez faire de l'analyse prévisionnelle de ce que vous achetez avec des outils. Hein? Il y a beaucoup d'outils statistiques aujourd'hui qui nous disent normalement, à tel mois, j'achète tant de tonnes d'asphalte. Tu peux avoir des systèmes d'alerte qui vont dire c'est le temps que tu prépares ton appel d'offres. Tout ça peut être automatisé. Okay? Donc, ça permet de répondre à une question quand tu publies tes données ouvertes combien coûte la tonne d'asphalte au Canada? Je vous laisse deviner ce que tu peux découvrir aussi. Est-ce qu'il y a des monopoles? Est-ce qu'il y a des choses curieuses qui se passent? Hein? C'est très précieux, ça, pour les gens d'approvisionnement et de technologie de l'information. Bon, maintenant, une fois que tu as rentré ça, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Okay? Ça veut dire que dans tes systèmes d'approvisionnement, ce qu'il faut que tu fasses, et c'est très facile à faire, c'est des flux de travail, c'est-à-dire je tape, je ne sais pas moi, clé USB, puis là, clic, il y a quelque chose qui détecte, puis qui dit, par exemple, c'est une entente d'achat, c'est l'entente d'achat-là que tu vas prendre, tu n'iras pas l'acheter chez Bureau en gros. Alors, on appelle ça des flux de travail automatisés, mais en plus, qui forcent les gens à le catégoriser correctement. J'ai souvent vu ça dans des systèmes d'approvisionnement où on ne sait pas ce que tu as acheté pour 100 000 $, on sait juste que c'est des TI. Fait que quand c'est bien automatisé, tu ne peux pas le commander
si tu ne catégorises pas correctement, puis ça envoie une alerte à l'appro, à l'appro, puis au système d'informatique. C'est moins vrai pour des plus petites villes, mais quand tu arrives dans des grandes villes comme Québec, Montréal, potentiellement très utile. Okay? De savoir qui achète quoi. As-tu acheté quelque chose que tu n'avais pas d'affaire à acheter qui représente un risque de sécurité? Okay? D'ailleurs, le gouvernement du Canada publie ses données d'approvisionnement sous cette catégorisation-là. Donc déjà, si on le fait nous-mêmes, on peut déjà, avec des outils d'analyse, être très accessible. Attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans mon prix. Je mentionnais tout à l'heure, ou c'est quelqu'un qui mentionnait ça tout à l'heure, sur le prix de sel, que Montréal, c'est très bas. Ben moi, je suis appelé civil, puis j'ai quelqu'un qui me fournit du sel, mettons. Montréal, il paye ça, pourquoi tu me charges 20 fois le prix? Ouais. Ouais, bon, parfait, bravo. Mais, mettons, dans ce cas-là, Montréal pourrait dire, puis les civils payent moins cher que moi. Pourquoi? OK? C'est important, ça. C'est l'argent des contribuables. OK? Maintenant, une politique d'approvisionnement, okay, ça exige, en TI, ça exige aussi de changer tes contrats, on va dire, d'appel d'offres. Quand tu fais un appel d'offres, souvent, on faisait ça à Montréal, puis il y en a d'autres qui faisaient ça. C'était le même appel d'offres pour de l'asphalte ou des TI. Mettons que les clauses contractuelles, ça ne matche pas tout à fait. Donc, il fallait faire à la fois un effort de simplification et d'adaptation. Donc, c'est nécessaire d'avoir des devis spécialisés pour les technologies de l'information. Okay? Puis, je sais que Montréal les partage avec les autres villes. Ça a coûté cher, mais c'est de l'information publique. Ça suppose, par exemple, que tu as des matrices de clauses pour la sécurité, des choses comme ça. C'est un travail nécessaire de faire ça. Alors, on est passé, tu me corrigeras, Bianca, mais on avait un devis standard de 60 pages. Ça, c'était à part des requis. On est descendu à 26 pages, je ne sais pas si ça a remonté. Okay? Mais effort de simplification, parce que qu'est-ce que c'est que tu veux faire au bout? C'est que tu veux avoir un maximum de fournisseurs conformes. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de respecter les lois, mais de ne pas te surprotéger non plus. Okay? Ça prend aussi une politique sur le libre qui est connexe, qui va te dire, je ne discrimine pas cette industrie, mais voici comment ça va fonctionner. Okay? Qui te donne des obligations internes, genre, t'analyses. Okay? Et on veut les preuves. Les données ouvertes, bien là, on le mentionne, ça c'est un peu plus clair. C'est-à-dire, si je publie mes données d'approvisionnement, bien, si Trois-Rivières l'a fait, ça va aider les civils, ça va aider tout le monde. Les méthodes d'analyse neutre, ça vous verrez ça dans des cours plus avancés, ça permet, bon, bien sûr, d'avoir un portrait très clair de ce qu'est le marché, mais de ce que tu peux demander. Est-ce que tu veux demander par un certain nombre de clauses obligatoires? Okay, c'est le tiers supérieur des meilleurs, pas les fumiciels comme on a vu tout à l'heure. Fait que là, quand tu arrives et tu as fait une vigie de marché puis tu montres ça à tes communautés budgétaires dans les villes, voici les preuves. Le petit tourlou qui est venu te voir, là, il est là, puis les autres sont là. Okay? Puis en même temps, on a découvert telle nouvelle fonctionnalité qu'on a découvert. Donc, pour les fonctionnaires, c'est un instrument extrêmement puissant pour dire ça, c'est la réalité, c'est des faits. Très utile, très utile. Puis, cette méthode-là dit, entre autres, oui, tu vas interroger des fournisseurs électroniquement, mais je veux même pas de show, je veux juste savoir qu'est-ce que ça fait, répondre à telle question. Okay? Avec ça, tu construis tes bases de données. Si nécessaire, mettons, je vais vous donner un exemple. Si nécessaire, on rencontre des fournisseurs. Par exemple, un fournisseur qui me dirait « Je suis capable de gérer la circulation de votre ville de manière dynamique. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai un véhicule, je vais aller à tel endroit, il tient compte de la météo, il tient compte des chantiers, ça n'existe pas encore, okay, en temps réel. Bien, c'est sûr que, comme personne en technologie de l'information, je vais vouloir voir ça pour regarder en termes d'appel d'offres. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu vrai? D'abord. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que
tu diminues le temps que tu perds à rencontrer des vendeurs, tu contrôles le lobbying. Okay? Puis non, on va te rencontrer, on sait que tu existes, on regarde ça, on va te rencontrer si nécessaire. Okay? Ça fonctionne très bien, ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi en termes concrets, j'avance? On peut faire des appels d'offres intervilles. C'est intéressant, ça, partager des solutions, des acquisitions. On adopte des standards neutres. Mon Dieu, il me reste juste 5 minutes. Vous le regarderez. Donc, il y a un certain nombre de bénéfices, vous pourriez les regarder, okay, sur les appels d'offres neutres et ouverts, mais il y a des enjeux. Okay, je vais parler des enjeux. Gestion du changement. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur contrôle sur ce qu'ils achètent. Donc, il faut travailler sur ces questions-là. Il y a la peur de l'erreur publique. Okay? C'est-à-dire, je publie des choses, puis des données contractuelles, puis là, après ça, quelqu'un arrive et dit « Ah, comment ça se fait que vous avez payé plus cher que ça ou ça? » Tu sais, les politiciens, surtout, sont très frileux sur ces questions-là. Donc, il y a une façon de gérer les communications. Agir en face de l'évidence. Quand tu vas avoir des données d'approvisionnement, okay, on a vu qu'il y a des gens qui choisissent des choses en fonction de croyances, mais les données statistiques, c'est l'évidence. Il va avoir, comment dirais-je, un clash entre ce que les gens croient et ce qui arrive. Exemple, je mettais le nouveau service dans mon arrondissement sous une demande de politicien, puis les faits démontrent que les seuls qui y vont, c'est les autres arrondissements autour, pas ton monde. Oups. OK? Fait que ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Futur proche. Okay? Qu'est-ce qui va arriver d'ici 5 ans? Je ne suis pas futurologue, là, mais il y a un certain nombre de choses qui se dessinent. Le contrôle des données sur le domaine public. Okay? On n'a pas encore les pouvoirs législatifs, qu'ils soient fédéraux ou municipaux, de dire « je contrôle qu'est-ce qui se déploie en technologie de l'information sur mon territoire » et ça, c'est très dangereux. Okay? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de mettre un capteur sur un toit pour faire de la reconnaissance faciale? Il faut quand même qu'on ait le contrôle. Vous regarderez, il y a ce que ça amène, c'est à court terme le déploiement ou la construction de ce qu'on appelle des data trusts. Okay? Un data trust, c'est un écosystème de données qui est géré soit par le privé uniquement, les données qui sont dans ta ville, ou privé, public et citoyen, ou totalement indépendant. Ça s'en vient très vite. Des nouvelles législations fédérales ou provinciales pour protéger la vie privée, on en a parlé. Même chose pour les infrastructures critiques. Il n'y a pas de loi qui dit « tu n'as pas le droit de donner ça au privé ». Mais ça devient des questions de défense nationale, potentiellement. Les systèmes d'identité numérique. Okay? Le fédéral est en train de déployer un système d'identité numérique dans toutes les provinces sauf le Québec. Okay? Qui est celui qui est utilisé par les 28 pays de l'Union européenne. Pourquoi réinventer la roue? Okay? Vous irez voir ça. Bon, pour intéresser des gens, des collègues du ministère des Affaires municipales, on peut parler de certains, et je vais terminer avec ça, certaines modifications législatives. Par exemple, les appels d'offres de services professionnels à l'eau mutuellement exclusifs. Ça a été mentionné, je pense que c'était toi, Martin, qui mentionnait ça tout à l'heure. C'est que si un fournisseur remporte le lot A, il ne peut pas remporter le lot B, ce qui évite le cas où un seul fournisseur à 3 lettres bide en bas du marché pour empêcher les plus petits d'avoir une chance d'accéder au marché public. Donc, on baisse les monopoles, on encourage l'innovation. C'est des gens plus petits et tout aussi compétents. Il y a, par exemple, l'élimination des frais du CSPQ, taxes indirectes, pourquoi on paye ça? Même chose au fédéral, d'ailleurs. Okay? La possibilité de contracter des ententes, notamment pour des fins de recherche pour les villes avec le gouvernement du Canada. Actuellement, seulement au Québec, ça prend une permission du Conseil des ministres
pour adhérer à des appels d'offres de services partagés Canada ou conclure des ententes de recherche et développement. On l'a vécu à la Ville de Montréal, c'est extrêmement nuisible à l'innovation pour aucune justification autre que politique. Des appels d'offres de préqualification pour des fins d'innovation. Il y a quelques personnes qui ont mentionné ça ici. Mettons, je veux installer un stationnement dynamique sur une rue. Okay? Je fais un appel d'offres d'intérêt, j'ai 10 fournisseurs qui sont intéressés, on leur donne chacun 1 kilomètre, on les paye pour. Okay? Après le premier prototype, il en reste 8. Eux sont qualifiés pour la phase 2. Après ça, si je veux étendre ça pour le reste de la ville, bien, j'ai déjà un bassin de gens qu'on sait qui sont qualifiés. On a diminué nos risques, on a diminué nos coûts. Donc ça, c'est pratiqué en France. C'est des appels d'offres d'innovation. Tu veux encourager l'innovation? Parfait. Fais-le de manière structurée pour diminuer tes risques et tes coûts. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de faire ça pour des méga systèmes, par exemple, des systèmes de paix ou des gros systèmes intégrés de gestion où tu vas diminuer tes coûts. Prouve-nous-le que tu es capable de le faire. Avant qu'on déploie ça à travers un ministère, une grande ville, puis tout ça, il y a des façons de faire ça qui se font ailleurs pour diminuer les coûts, l'explosion des coûts, les risques. Donc, on parlait de réseautage tout à l'heure. Il y a déjà, certains d'entre vous le savent, il y a un réseau embryonnaire de collaboration dans la plateforme GC Collab du fédéral où les villes partagent beaucoup de renseignements. Il y a 70 villes du Québec là-dedans, mais il faut aller plus loin. Il y a notre amie Bianca qui travaille pour faire une forge des projets open source municipaux, mais pan-canadiens, plus les projets qui ont besoin de financement. Donc, il y a des choses qui avancent, mais il faut avancer ensemble. C'est ce que je dirais. Merci.